On va croiser les doigts pour pas qu'il y ait encore un gosse qui soit tué par un pédocriminel en série. Puis après, on taille notre route, on se débrouille, on fait oublier le truc, quoi. Non, on n'oubliera pas là. On va pas oublier. Et tant qu'on ne changera pas de paradigme, les enfants mourront. Nous appelons à manifester tous les lundis 19h devant les tribunaux et devant le ministère de la Justice, place Vendôme, pour demander au gouvernement et ensuite aux parlementaires de mettre en place la loi intégrale concernant toutes les mesures qu'il faut adopter pour lutter contre les violences sexuelles sur mineurs et la culture du viol en règle générale. Parce que l'IANA est l'injustice de trop et la victime de trop dans ce système qui est hyper maltraitant et qui manque considérablement de moyens. Lors de la dernière manifestation lundi, vous avez été arrêté. Ouais. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette arrestation? Comment vous envisagez la suite? Alors, 1h30 avant notre rassemblement à la place Vendôme a été interdit et déplacé à la place Lépine. Moi, j'ai appelé à ce que ça reste à la place Vendôme. On était très, très nombreux et beaucoup étaient aussi à place Lépine. Donc, il y a eu un immense rassemblement quand même en règle générale. Les gens se sont beaucoup mobilisés. Comme je l'avais annoncé, ce rassemblement était complètement pacifique. Il y a eu 0 violence, même pas un jet de projectile de boule de papier. C'est vraiment complètement non violent. Notre but étant, encore une fois, de réclamer plus de moyens pour que la justice, toute la chaîne judiciaire, puisse répondre à la demande des victimes et aussi de la prévention. Donc, on était en fin de rassemblement, on était assez heureux quand même puisqu'on savait qu'il y avait une immense mobilisation partout à travers la France. Donc on a commencé plus ou moins à vider la place, mais à ce moment-là, on était encore quelques-uns et nous n'avons pas entendu de sommation ou de demande spécifique de la part de la police qui était présente de quitter les lieux et on savait qu'on était en fin quoi de rassemblement et d'un seul coup, on a tourné la tête et on s'est retrouvés devant une ligne de boucliers qui nous poussait. Donc on a résisté puisque des gens ne voyaient pas et tombaient, puisque c'était assez silencieux finalement, étrangement. Et en fait, j'ai beaucoup résisté sur un bouclier, donc un officier de police m'a sorti du groupe. Et là, ça glissait énormément, donc des policiers ont voulu m'immobiliser. On a glissé, j'en ai repoussé un, on m'a attrapé, les 4 m'ont traîné jusqu'au ministère. Et puis là, on m'a menotté, enfin, on m'a mis les liens. Et finalement, j'ai été amenée, ainsi qu'une autre personne, Olivier Guillou, en détention totalement arbitraire, puisqu'on ne m'a pas signifié ni mes droits, ni pourquoi finalement j'étais là, et puis qu'on n'a pas appelé mon avocate en dépit de mes demandes. J'avais donné son numéro de portable. Donc c'était assez éprouvant, c'était assez humiliant pour plein de raisons. Mais quand je suis sortie de cette détention, je me suis dit qu'en fait, j'ai réalisé que tous les services publics étaient excédés. C'est vrai que j'aurais pu céder à la colère d'avoir été détenue comme ça de manière totalement arbitraire et finalement, je ne vais pas en vouloir là aux policiers qui m'ont amenée dans ce commissariat. Je me suis rendu compte que c'était aussi des hommes très en colère du traitement dont ils font l'objet régulièrement de par leurs supérieurs étatiques. Donc et je leur ai expliqué, je disais: «Vous savez, nous, on est là pour demander plus de moyens, pour que vous puissiez mieux travailler, pour que vous ne soyez pas dans cette tension permanente, que les enquêtes soient mieux menées, et cetera. Et aussi parce que l'IANA, ça aurait pu être votre fille ou votre fils. Enfin, vous êtes peut-être papa, vous avez peut-être des frères et sœurs, vous avez peut-être, des amis qui ont des enfants, des enfants dans votre famille. Voilà, prenez la mesure de cet engagement-là». Donc aujourd'hui, j'appelle aussi tous les services de police, qui sont très maltraités par le système, à venir nous rejoindre dans cette mobilisation. Je pense aussi notamment plus spécifiquement, aux brigades des mineurs, aux brigades des affaires familiales, tous ces gens-là, à qui on ne donne pas d'effectifs. Il n'y a pas que la justice, enfin, tout ça est lié, c'est-à-dire qu'il y a un tel abandon des services publics. Les gens ne peuvent pas travailler correctement. Donc là, évidemment, le rapport va pointer du doigt
on parle des M. Darmanin parle de dysfonctionnement, alors évidemment, dans l'affaire Liana, il y a des erreurs humaines, mais en fait, on est confronté à un système où tous ces juges et ces magistrats et même les policiers, sont obligés de choisir. Parfois, il peut y avoir un défaut de mentalité, hein, je dis pas que ça n'existe pas, mais le problème, il est principalement, budgétaire et surtout tous ces effectifs qui manquent et donc ces juges, ces magistrats, ils sont quand même obligés de prioriser certaines vies par rapport à d'autres et dans le cas de Liana, je pense que c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'une juge qui, croule, sous les dossiers, qui a 3 minutes par affaire de viol, ne peut pas, rendre justice de manière bienveillante et ne peut pas protéger un enfant, en toute urgence donc voilà, je pense que tout le service public est concerné parce que c'est, déroulé, tout le processus qui a amené au meurtre de Liana et je pense aussi notamment à l'éducation nationale qui avait signalé, qui n'ont pas été écoutés, enfin voilà, tous ces gens-là aujourd'hui qui subissent la maltraitance, du système étatique, du gouvernement et de l'État en règle générale. Je les amène à venir, nous rejoindre dans cette mobilisation citoyenne, pour Liana, l'injustice de trop, donc tous les services publics, la justice, la police, la santé, l'éducation nationale, même la culture, tout le monde doit être présent en fait. Vous réclamez une loi cadre, Ouais. une loi cadre intégrale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, nous dire, qu'est-ce que ça pourrait changer? Oui, cette loi cadre intégrale, déjà, elle parle beaucoup de prévention. Le problème, il est culturel. Il faut quand même qu'on se confronte à la culture de l'inceste, à la culture du viol et à la domination masculine. Tant qu'on ne travaillera pas sur l'égalité des genres, les viols perdureront, enfin c'est mathématique en fait, hein, donc cette loi, elle permet de travailler sur la société dans toutes ses racines. Elle permet aussi d'avoir une justice effective. Nous, on ne demande pas plus de répression. C'est même stupide, c'est un non-sens en fait, ce que disent aujourd'hui, les membres du gouvernement, nos dirigeants est complètement, improbable. Enfin, la perpétuité, c'est ridicule déjà de toute façon. Il y a pas de place dans les prisons, puis on n'a pas l'argent pour faire ça. Enfin et puis c'est pas ce qu'on demande. Ce n'est pas une solution, ni la castration chimique. Non, il faut des lois en fait, il faut lutter on lutte contre l'impunité. Cette loi, elle met en avant ça. Énormément de prévention et aussi des moyens pour avoir beaucoup plus d'effectifs d'emblée dans la police, des formations des gens dans la police, des formations, dans la justice, les magistrats, plus de tribunaux spéciaux, plus d'accompagnement des victimes puisque évidemment, souvent le gouvernement dit: «Il n'y a pas de risque zéro». C'est pas ce qu'on dit non plus. On ne dit pas que cette loi intégrale, elle va faire que d'un seul coup, du jour au lendemain, il n'y a plus jamais de victimes. Bon, j'adorerais, mais enfin, on sait que ça va mettre très, très, très longtemps. Enfin, c'est un travail titanesque donc non, mais il y aura des victimes et que ces victimes, elles soient accompagnées aussi dans les conséquences, post-traumatiques puisque aujourd'hui, si par exemple on parle de budget, puisqu'évidemment le gouvernement, son problème aussi, c'est d'aller dégager 3 milliards d'euros. Pas très envie et notamment, pour cette cause, mais les violences sexuelles en règle générale, ça coûte à peu près 10 milliards d'euros par an à la société. On demande 3 milliards pour endiguer le fléau. Hem, donc cette loi, elle est complète et puis, je rappelle que c'est une coalition de 130 associations, féministes, enfantistes, des gens de terrain qui travaillent depuis des décennies et qui se confrontent tous les jours, heu, aux viols, des femmes et des enfants, aux morts des femmes et des enfants à cause de la domination masculine. Donc la société aujourd'hui, si on veut un vrai changement de paradigme, elle ne peut qu'être féministe dans un regard féministe et enfantiste et féministe ne veut pas dire misandre, il ne faut pas que les hommes aient peur d'aborder la société de cette manière. On ne demande pas l'éradication des hommes, on demande une égalité des genres et on demande que la domination masculine, soit travaillée dans son fondement, dans sa fondation. Hem et cette loi intégrale, elle prend en compte, la culture de l'inceste, la pornographie aussi. Il y a vraiment un travail à mener sur l'influence de la pornographie sur cette société, la pédopornographie. On le voit aujourd'hui, hein, dans l'affaire Barella, hein, la culture de l'inceste est bel et bien là. On n'a pas
tous les éléments, mais enfin, on a quand même un père, un frère, qui semble être, agresseur. Tout ça découle de la culture de l'inceste, hein, quand même et puis également, une consommation, de pédopornographie de la part de Jérôme Barella. Donc c'est des gens il ne faut pas prendre aussi, à la légère, ces hommes qui détiennent de la pédopornographie dans leurs téléphones et leurs ordinateurs. Je fais un petit clin d'œil, aux différents maires de différentes municipalités qui sont, aujourd'hui en mandat et dont on a trouvé, des vidéos, pédopornographiques dans les ordis en se disant: «Bon ça va, il n'est pas passé à l'acte», mais en fait ça amène à ça. Ça amène à ça. L'affaire du meurtre de Liana, vous avez dit que c'était l'injustice de trop. Ouais. Pourquoi? Quelle est votre analyse de la situation? C'est juste que, encore une fois, les associations, toutes les toutes les personnes qui travaillent à la protection de l'enfance, on tire la sonnette d'alarme depuis des années, mais vraiment des années. Tout le service judiciaire aussi. Monsieur Darmanin avait sur son bureau, quand il était ministre de l'intérieur, un rapport qui montrait que le système était tout à fait défaillant et tout à fait maltraitant. Il aurait pu faire quelque chose à ce moment-là. Puis ensuite, en tant que ministre de la Justice, il a eu encore, un rapport qui montrait les défaillances du système, donc il savait. Donc c'est l'injustice de trop parce que Jérôme Barella, est multirécidiviste, est un pédocriminel qui avait été signalé à multiples reprises. Donc ça, tout ça et vous savez, des fois, il y a une affaire qui éclate et c'est Liana qui, malheureusement, est une icône malgré elle. Il y a eu d'autres Liana avant avec, des agresseurs qui étaient multirécidivistes et qui étaient connus par la justice. Et pourquoi là, aujourd'hui, à cet endroit de la société, c'est l'affaire de Liana qui éclate? C'est comme ça, c'est juste que c'est l'affaire de trop, c'est l'injustice de trop, c'est la victime de trop et heu et puis il y a un tel déni. Je crois que ça aussi, ça a amené à cette mobilisation citoyenne d'entendre, nos ministres, notre président, prendre ça de haut quand même. Monsieur le président, à moins que je me trompe, mais il me semble que monsieur le président n'a pas appelé la famille de Liana. Bon, il y a eu des excuses rapides de monsieur Darmanin, au JT de France 2, il me semble, mais en fait, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut pas, dire: «J'ai donné des ordres» et les ordres n'ont pas été suivis. Si ces gens-là qui sont, je veux dire, nous ne sommes pas leurs obligés, ils sont nos obligés. C'est grâce à nous qu'ils sont là, nous les rémunérons, donc c'est leur devoir de prendre la mesure, de leurs responsabilités et du désastre qui s'est opéré, et pourquoi ça pète aujourd'hui, quoi. Faut qu'ils sortent vraiment de leur orgueil. Je les invite, à redescendre. Je les invite vraiment à gagner en humilité rapidement et heu et souscrire aux propositions qui sont faites par toutes ces associations, qui ont travaillé depuis des années sur le sujet et souscrire à cette proposition de loi intégrale parce qu'en plus, monsieur le président, dit: «On ne répond pas à un drame par des cris». Bon, déjà c'est extrêmement misogyne, hein, puisqu'on était quand même à 85 de femmes, sur ces mobilisations, heu, mais heu, mais en fait, on ne fait pas que ça. C'est-à-dire que oui, on se mobilise, mais en fait, il y a une solution qui est trouvée, qui est faite, qui est là, qui s'est aussi inspirée des préconisations, de la Civise, du travail de la Civise. Ce sont des gens qui ont, énormément, travaillé et qui aujourd'hui présentent des mesures concrètes. Donc non, on ne répond pas que par des cris, on répond par des solutions. Ces solutions, elles doivent être adoptées immédiatement, à effet immédiat. Cette loi doit être votée, budgétée, enfin budgétée elle l'est, mais en tout cas, qu'ils adhèrent au coût, de cette loi et qu'ils mettent tout en place de manière, très, très, très immédiate avec la formation, de tous les acteurs et actrices, de la protection de l'enfance et beaucoup plus d'effectifs. Que pensez-vous de la réaction du gouvernement? Elle vous a choqué? Alors non, je ne suis pas choquée de la réaction du gouvernement puisque ça fait quand même quelques années qu'ils sont là, enfin qu'en tout cas monsieur Macron est là et que bon, de toute façon c'est un jeu, de place entre les différents ministres, hein.
Donc on est habitué à leur mépris quand même, hein. On est habitué à cet orgueil comme ça, c'est quelque chose qui a été, régulièrement souligné et qui n'est pas un fantasme, hein, parce qu'il se vérifie, tous les jours. Donc non, je ne suis pas choquée. Je suis, je suis déterminée par contre, à à à ce qu'on leur prouve, pas à ce que pas nous on a déjà prouvé, mais je pense que là, ils n'ont pas d'autre choix que d'écouter, ce qui se passe, quoi. Parce qu'en plus leur, c'est drôle parce que disait, monsieur Macron que, on ne pouvait pas répondre à ce drame, par, bon, par des cris et par, la démagogie et l'émotion. C'est marrant parce que j'ai fait un post noir sur ça d'ailleurs. J'ai mis: «En fait, vous parlez de vos hommes». Parce que s'il y a bien des gens qui auraient agi avec l'émotion, c'est vraiment monsieur Darmanin, en donnant l'ordre aux juges et aux magistrats, aux procureurs de scruter 75 000 dossiers en l'espace d'un mois. C'est totalement absurde, c'est imposable, en menaçant, doigt en l'air presque, qu'il ne parte pas en vacances, que lui non plus ne partira pas en vacances. Pardon, enfin, je veux dire, qu'on targue les féministes d'émotives, et d'autres personnes comme monsieur Nunez, je crois, qui oui, c'est ça, qui parle de castration chimique ou non, de perpétuité. Enfin, c'est vraiment une réaction hyper émotionnelle, ça n'a aucun sens. La castration chimique, ça n'a aucun sens. Donc, c'est drôle parce qu'on est souvent, nous les féministes, targuées d'hystérie, et cetera. Puis alors là, elles sont ils défilent tous les uns avec les autres, avec leur incompétence, leur manque d'implication dans le sujet et leur prise de position hystérique autour du sujet de la protection de l'enfance et notamment du meurtre de Liana par un pédocriminel multirécidiviste. Donc voilà ce qui va se passer. Si jamais on ne prend pas cette mesure-là, si on ne fait pas voter les lois, si on ne rajoute pas des effectifs dans la police, dans la justice, dans l'accompagnement médical, c'est pour ça que j'appelle les gens là, du soin aussi, l'éducation nationale, enfin, de toute façon, ils ont détruit le service public et c'est pour ça qu'on en est là, hein. Tout est lié, hein. Si le service public, fonctionnait bien, Liana ne serait pas morte en fait, elle n'aurait pas été tuée. Donc juste qu'ils prennent la mesure, qu'ils fassent un travail d'humilité et qu'ils écoutent les personnes qui savent. Parce qu'il y en a. Et les associations féministes et enfantistes savent. Elles ont travaillé, la Civis a travaillé. Les préconisations, sont là. Le gouvernement envisage, d'allonger les peines, pour les criminels récidivistes, peut-être aussi l'imprescriptibilité pour, les crimes sexuels chez les mineurs. Qu'est-ce que vous pensez des mesures qu'ils proposent et qu'il faut intégrer dans le projet de loi enfance qui serait examiné très prochainement, à l'Assemblée nationale? Là, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire, ce sont des gens qui communiquent beaucoup, pour ça, ils savent faire et ils savent proposer des mesures qui ne coûteront rien là et qui vont permettre de dire: «Voyez, on s'implique». Parce que, faire voter des peines plus longues, bon déjà, non, ça n'a pas de sens. Nous, on voudrait, une justice effective. La sanction pénale au très long terme, n'a pas vraiment ça ne donne pas grand-chose. Mais la sanction pénale, effective, oui, avec accompagnement socio-judiciaire, surveillance des agresseurs pour éviter la réitération, ça c'est important. On ne va pas garder des gens toute leur vie en prison. Ça n'a pas de sens. Le but, c'est quand même de réintégrer quelqu'un dans une société et faire qu'il n'agresse pas de nouveau, hein. Plus quand même, sur ce point de vue-là. Donc non, non, mais c'est leur stratégie. Ils ont toujours fait ça sur tous les sujets. Ils sortent des idées qu'ils vont inscrire comme ça en disant: «Voyez, on fait quelque chose, ça coûte 0». Et puis ça n'existe pas puisque comme de toute façon, il y a 83 de classement sans suite pour les plaintes des enfants et 94 pour les femmes, bah, en fait, qu'il y ait des peines plus longues ou pas, ça n'arrange rien puisque de toute façon, ils ne sont pas condamnés. Quand on voit 3 des agresseurs, des auteurs sont condamnés, ils s'en fichent du rallongement des peines. Alors l'imprescriptibilité, oui, dans l'absolu, je suis pour, mais, heu, mais là non, là, il faut pas qu'ils, en fait, on ne se laissera pas avoir par des mesurettes, démagogiques qui sont, qui sont présentées sur le coup de l'émotion et qui ne coûtent rien à la société, qui permettent de faire croire qu'ils sont en action pour que, cette société, soit meilleure.
Ce qui va se passer, c'est bon, de toute façon, c'est que sur du court terme tout le temps, hein. Ce sont des gens qui travaillent sur le court terme, ne travaillent jamais au long terme. Sinon, ça fait longtemps qu'on aurait fait voter cette loi intégrale comme en Espagne il y a 20 ans. Voilà, on a 20 ans de retard. Mais comme ils sont sur le court terme, après, ils vont se dire, on va croiser les doigts pour pas qu'il y ait encore un gosse qui soit tué par un pédocriminel en série. Puis après, on taille notre route, on se débrouille, enfin, on fait oublier le truc, quoi. Non, on n'oubliera pas là. On va pas oublier. Et tant qu'on ne changera pas de paradigme, des enfants mourront. Des enfants seront tués par des pédocriminels récidivistes. Parce que c'est ça qui se passe. Comment vivez-vous cette période avec espoir? Ça retombe? Ouais, je vis cette période avec intensité, évidemment, puisque je pense beaucoup à Liana, je pense beaucoup à sa famille, mais je pense aussi aux enfants avant elle et les autres familles avant elle qui dont la vie a été détruite, hein, quand même, hein. Je crois que c'est quand même un tournant. Je pense que c'est un virage qu'il ne faut pas le louper. Bien sûr, j'ai peur que la mobilisation s'essouffle, c'est normal. Il va y avoir le G7, il va y avoir la coupe du monde de foot, on sait que tout est bon et puis qu'ils vont tout faire, hein, on les connaît, le gouvernement, qui vont tout faire pour que ça s'essouffle, bien évidemment, mais le truc, c'est que le changement, c'est que quand même, les gens ont pris conscience de la défaillance étatique. Ils ont pris conscience sur le fait que d'autres enfants sont morts avant Liana et d'autres enfants mourront après Liana, pour les mêmes raisons. Donc, et ça, c'est quand même assez nouveau, cet état d'esprit de connaissance. Vous voyez, avant, il n'y avait que les féministes et les enfantistes qui connaissaient. Là, maintenant, non, les gens disent, mais il y a vraiment un problème et on nous fait croire qu'il y a un dysfonctionnement et ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une défaillance. Alors évidemment, le rapport va être rendu, ils vont pointer la responsabilité d'une magistrate, de 3 policiers ou gendarmes, ça c'est clair. Et il y aura des sanctions sur ces personnes qui seront les boucs émissaires de l'affaire du meurtre de Liana. Mais le problème est bien plus profond que celui-là, vraiment. Donc ça va permettre un peu oui, voilà, d'apaiser, alors pas apaiser, mais en tout cas d'enterrer un peu le mouvement. Mais ouais, et le problème est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large et beaucoup plus profond. Et j'apporte mon soutien d'ailleurs à la procureure de la République de Auch, vraiment, profondément. Je trouve qu'elle a été jetée en pâture d'une manière absolument abjecte par M. Macron, M. Darmanin et M. Lecornu, pour ensuite la laisser être menacée de mort sur les réseaux sociaux et partout dans la rue, et que finalement ils portent plainte pour lui porter soutien. Enfin, vraiment un truc d'injonction contradictoire qui est très, très agaçant. Donc j'apporte vraiment mon soutien et j'appelle à un apaisement de ce côté-là aussi. Et si on prend un peu de recul, depuis 2014 et votre pièce Chakli qui a brisé le silence sur la pédocriminalité, est-ce que vous voyez des évolutions dans la façon dont on considère et dont on traite les violences faites aux enfants? Alors, on revient de loin. Je pense que MeToo aussi a été très déterminant dans le regard porté sur les violences sexuelles. Alors, MeToo a fait qu'on a beaucoup parlé des femmes, assez peu des enfants, alors que tout est lié. Alors c'était un petit peu compliqué, là, enfin, on va parler des enfants, mais oui, j'ai quand même l'impression, enfin, les gens s'intéressent plus, on en parle beaucoup. Il y a aussi un travail médiatique qui est intéressant et fondamental et hyper important autour de ces sujets. On voit aussi que les gens ont envie de savoir, puisque j'en parlais tout à l'heure à des journalistes qui me disaient: «Mais tu sais, Andrea, tous les podcasts sur les violences sexuelles, les émissions concernant la culture du viol, la domination masculine, c'est très, très écouté». C'est vraiment très écouté, donc les gens, j'ai quand même la sensation que beaucoup de personnes ont envie de changer de vision, de paradigme, en fait. Ouais, après on va voir, hein, il faudrait une vraie volonté politique. Pour l'instant, il y a un engagement de la société civile. Bon, il y a une vraie montée du masculinisme aussi, dont il va falloir, un jour parler, très fortement puisque
Je pense malheureusement qu'il va y avoir, des tragédies et que ça aussi, c'est encore pareil, tant qu'on s'attaque pas à la culture du viol et à la domination masculine, ce sera pas possible. Comment peut-on mieux protéger les enfants dans l'immédiat? Que peuvent faire les familles dans l'immédiat? Est-ce qu'il y a beaucoup de mesures qui sont envisagées Bien sûr, bien sûr. sans les effets, à long terme? Je suis d'accord avec toi, ça met du temps. Dans l'immédiat, c'est déjà accorder une place à l'enfant qui est respectueuse au sein de la famille, au sein de la société. Alors bien sûr, il y a beaucoup de viols, enfin l'inceste est très présent, hein. Bon, c'est compliqué, hein, puisque ça se passe au sein des familles, mais déjà expliquer à un enfant que son intégrité, psychologique et sexuelle compte et que personne n'a droit de le toucher, sur ses parties intimes, qu'aussi, il y a, les violences, non éducatives ordinaires. Aujourd'hui, expliquer aux gens clairement qu'il est interdit de frapper son enfant, c'est interdit. Les fessées, les gifles, c'est interdit par la loi, que c'est complètement contre-productif. Un enfant qui est humilié, un enfant qui est frappé, c'est un enfant qui est potentiellement une cible pour un pédocriminel. Donc c'est un enfant qui gardera le silence parce qu'il va être puni et qu'il faut rappeler aux gens que les pédocriminels sont des prédateurs. Ils repèrent leur proie et ils vont vers les plus vulnérables. La punition, le parent sévère et intransigeant, qui ne respecte pas la parole de son enfant, bah, il le jette un peu en pâture, aux pédocriminels. Après, en ce qui concerne la famille et l'inceste, c'est d'être très, très vigilant sur les signaux. Heu, donc encore une fois, expliquer à un enfant, l'importance des parties intimes, expliquer ce que c'est qu'un crime de pédocriminalité et d'inceste. Les enfants, ils sont pas traumatisés par la prévention. Les enfants sont traumatisés par les agressions. Ça traumatise les adultes d'en parler, ça traumatise pas les enfants. Voilà, que de plus en plus d'enseignants aussi puissent, je sais, hein, on leur demande beaucoup, hein, mais puissent, prendre le relais, les médecins, les familles, les éducateurs, les voilà, c'est un problème, sociétal, qu'on arrête de détourner les yeux quand on voit quelque chose aussi. Heu, Quand on voit quelqu'un qui frappe son enfant, s'interposer, rappeler la loi, quand on voit, voilà, un enfant qui d'un seul coup a un changement de comportement, s'inquiéter, c'est un signal. Qu'est-ce qui se passe? Puis entendre, écouter l'enfant, écouter la parole de l'enfant. C'est le nombre d'affaires, pas que judiciaires, mais on va dire, bah, je oui, bon, je te crois, mais enfin, je ne vais pas te protéger, non, le la parole, c'est: «Je te crois, je te protège et je suis avec toi», vraiment. Quelle valeur a la parole de l'enfant aujourd'hui, du coup? Aujourd'hui, en France, la parole de l'enfant n'a pas de valeur. On est un pays extrêmement maltraitant avec nos enfants, pour plein de raisons. Les violences sexuelles, c'est une chose, hein, 160 000 enfants victimes de violences sexuelles par an, un enfant toutes les 3 minutes et non pas 3 enfants par semaine, monsieur Darmanin, comme il a été dit sur vos réseaux sociaux. Un enfant qui est tué, sous les coups de ses parents tous les 5 jours. Heu, les enfants placés de l'aide sociale à l'enfance, qu'est-ce qu'on leur apporte aussi comme soins, comme considération? Là, on criait à la victoire, sur le fait qu'ils aient un avocat de manière automatique dans les procédures, mais enfin, encore une fois, ça va être, peut-être au début de l'année, peut-être, après les présidentielles, mais il y a jamais d'urgence en ce qui concerne les enfants. On n'a pas ouvert d'enquête pour l'affaire Epstein, alors qu'il y a des victimes mineures. On n'a pas enfin, le périscolaire est une affaire d'État, non pas un scandale, une affaire d'État, où on laisse les pédocriminels, s'organiser entre eux. La pornographie est un vrai sujet. Tant qu'on s'attaquera pas à la pornographie, à la culture du viol, pornographique, je veux dire, là, sur ça, on a une défaillance terrible en France. On est un hébergeur, on est dans le podium des hébergeurs, de vidéos, pédocriminelles, pédopornographiques, du monde. On a un site qui s'appelle Free Transfer, qui est un hébergeur de millions de vidéos, pédopornographiques. On a une culture du viol, de l'inceste, raciste, incestueuse, sur tous les sites pornographiques, les Pornhub et compagnie, où, c'est, daddy va violer sa petite fille ou, viole petite beurette ou, hem,
une maman et son fils, la culture de l'inceste, enfin, je veux dire, et pareil sur les soumissions chimiques, on fantasme sur des viols de femmes endormies. Bon, tout ça, quand on voit qu'à 8 ans, un enfant, peut consommer, enfin, statistiquement, commence à consommer, du porno, avant l'âge de 10 ans. Bah, oui, bon, c'est un modèle, hein, tout ça, hein. Donc en fait, le travail est titanesque. Donc déjà de faire s'il y avait des mesures immédiates, je parle pour les parents ou les faut pas être désespéré. Je suis en train de déprimer tout le monde. Mais non, le dialogue constant. Le dialogue avec son enfant, dire ne pas interdire les choses, mais prévenir, dire: «Tu sais, moi j'ai des adolescents par exemple, je dis: "Vous savez, je peux être sur ton portable, je sais que du porno tu peux le regarder ailleurs que sur ton portable, bon, mais le porno c'est pas ça faire l'amour, c'est pas ça avoir une relation sexuelle en fait, hein. C'est hyper maltraitant, c'est principalement misogyne, ça participe entièrement à la culture du viol donc parler, expliquer. Expliquer le féminisme, élever les enfants dans le féminisme et dans l'enfantisme et savoir qu'ils ont leur place, ils ont leur mot à dire. Moi je serais au gouvernement, je serais présidente ou ministre, je militerais fortement pour que les enfants aient le droit de voter à partir de 15 ans, vous voyez? Qu'ils aient leur place quoi. C'est pas le cas. Dans les premières manifestations le lundi, on a vu que c'était essentiellement des femmes Ouais. et qui s'étaient mobilisées. Pensez-vous du fait qu'il y avait peu d'hommes et quelle est leur place dans ce combat? Eh bien oui, bon, malheureusement quand il s'agit des enfants, c'est beaucoup plus les femmes, les mères en l'occurrence. Il y avait aussi beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfants qui sont venues. C'est vrai que les hommes étaient assez absents, alors il y en a eu, mais pas assez. Ils ne prennent pas la mesure de leur implication. Ils ont l'impression que le féminisme, contre leur, place dans la société, ce qui est faux. Évidemment, moi, je les invite à nous rejoindre puisque c'est une mobilisation qui les concerne. Ils ont tous, voilà, des filles, des sœurs, des mères, des compagnes, et donc puis je pense au président qui disait qu'on répond pas à ce drame par des cris. On a pris quand même cette réflexion comme quelque chose de relativement misogyne vu qu'il y avait principalement que des femmes, donc encore une fois, on nous targue d'hystérie. Mais voilà, donc j'invite les hommes à venir et crier très fort comme ça, le président, sera content, ça sera beaucoup moins aigu et qu'il entende quand même la parole des hommes. Il faut que les hommes, protègent leurs enfants aussi. Maintenant, je sais que lundi prochain, l'équipe de France joue, mais on peut voir les résultats sur nos portables, pendant le rassemblement, il y a pas de problème. Je les invite vraiment à nous rejoindre, ça les concerne. Ça concerne toute la société. Quel est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui? Le message que j'ai envie de faire passer, c'est, ne lâchez pas cette mobilisation. C'est aujourd'hui ou jamais, enfin, en tout cas, c'est aujourd'hui. C'est un tournant, il faut être présent. On ne peut pas tolérer que nos enfants soient violés, tués par des pédocriminels récidivistes, on ne peut pas tolérer que tout le service judiciaire, ne soit pas en mesure de rendre justice et qu'on les pointe du doigt en disant: «C'est de ta faute», non, c'est vraiment un problème encore d'État et de direction politique et de volonté politique donc je pense qu'il est important encore une fois je pense que tout le service public en fait a été trahi par monsieur Macron et son gouvernement depuis qu'il est président, donc ces différents gouvernements. Je pense qu'aujourd'hui Liana étant la justice de trop et la victime de trop, Liana peut c'est un symbole de l'abandon du service public par notre président. Donc j'appelle vraiment, vraiment, tous les travailleurs, du service public à nous rejoindre. La justice, la police, l'éducation nationale, la santé et la culture aussi, puisque ça part de là aussi. Hem, c'est vraiment, c'est vraiment un endroit c'est un endroit déterminant aujourd'hui de la société. Il faut qu'on soit au rendez-vous. On ne peut pas louper ce rendez-vous-là, vraiment. Donc 19h lundi, devant tous les tribunaux de France et sur la place Vendôme, au ministère de la Justice.